Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Les Dents de la Mer, mais aussi La Liste de Schindler, Arrête-moi si tu peux, La Guerre des mondes ou encore Il faut sauver le soldat Ryan. Des films cultes qui ont marqué des générations de spectateurs, tous signés d'un même homme, le réalisateur américain Steven Spielberg. À 76 ans, le cinéaste multi-récompensé raconte dans son nouveau film The Fabelmans, sorti fin février en France, sa propre histoire, un projet qui a mis des décennies à voir le jour. Aujourd'hui dans Code Source, Steven Spielberg, raconté par deux journalistes du service culture du Parisien, Yves Jéglé et Renaud Barognan. Yves Jéglé, on a choisi de commencer cet épisode en 1978. Cette année-là, Steven Spielberg a 31 ans. C'est un cinéaste en vue à Hollywood. Il a déjà réalisé Les Dents de la Mer, Rencontre du troisième type. Il travaille sur le premier opus des aventures d'Indiana Jones. Et il a aussi, depuis quelque temps, envie de réaliser un film sur son enfance et sur sa famille. Il commande un scénario à deux très proches scénaristes et réalisateurs avec qui il travaille et dont il produit beaucoup de films. Donc il commence effectivement à travailler sur son histoire familiale, mais il est très pudique, il n'a jamais voulu se confier sur sa vie privée, et puis ses parents sont encore jeunes en fait à cette époque-là, et donc il décide finalement de rester dans un cinéma de divertissement. On va voir ensemble comment ce projet est resté dans un coin de sa tête tout au long de sa carrière, mais d'abord, vous allez nous raconter cette enfance, justement. Renaud Barognan, Steven Spielberg est né le 18 décembre 1946 aux États-Unis, à Cincinnati, dans l'Ohio. Dans quel milieu il grandit? Que font ses parents? Alors son père est un ingénieur très poussé en informatique à l'époque. Sa mère est pianiste, mais elle va laisser tomber, on va dire, la musique de façon professionnelle pour s'occuper de ses enfants, puisque Steven Spielberg, il n'est pas tout seul, il a 3 sœurs. Ils vont pas rester à Cincinnati au gré du travail du père. Ils vont d'abord aller dans le New Jersey, et après le New Jersey, ils vont partir en Arizona. Yves Jéglé, Steven Spielberg grandit dans une famille juive. Ses grands-parents ont émigré aux États-Unis au début du XXe siècle. Ils viennent de Russie et d'Ukraine. Les grands-parents sont très religieux. Il a notamment un grand-père qui lui fait un peu peur parce que c'est un religieux ultra-orthodoxe et qu'il appelle Shmuel. Shmuel, c'est Shmuel en yiddish et c'est Samuel. Et c'est intéressant parce que c'est le prénom hébraïque de Spielberg. Ses parents, eux, sont beaucoup moins pratiquants. Par exemple, sa mère, qui s'appelait Léa, un prénom très juif, a préféré se faire appeler Lee pour vraiment américaniser ce prénom. Et très jeune, il entend déjà parler de l'Holocauste. Quand il a, je crois, 3 ans, donc Spielberg est né en 46, donc là on est en 49 ou 50, il est chez sa grand-mère, et sa grand-mère donnait des cours d'anglais à des juifs qui avaient récemment immigré, dont d'anciens déportés. Et le petit Steven découvre les numéros donc, de tatouages qui ont été gravés par les nazis donc, sur ces déportés. Et il comprend pas. Et donc ces hommes ou ces femmes jouent avec lui, lui disent tiens, regarde, c'est des chiffres, tu peux même apprendre à compter. Et ça va énormément le marquer parce que pour lui, c'est une énigme absolue. On ne parle pas encore à l'époque du tout de... Le mot Shoah n'existe pas, il n'est pas employé. Même le mot Holocauste, sa grand-mère disait le grand meurtre, ce qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'il a 5 ans, ses parents l'emmènent pour la première fois au cinéma et c'est un choc pour lui. C'est un grand film, c'est sous le plus grand chapiteau du monde de Cécile B2000. Et il y a quelque chose qui le marque particulièrement, c'est cette scène de train qui déraille. Ça l'impressionne terriblement et juste après ça, il va demander sans discontinuer d'avoir un train électrique pour Noël. Et pourquoi il veut le train? Parce qu'en fait, il veut reproduire l'accident chez lui. Dès l'âge de 8 ans, il commence à tourner des petits films amateurs avec la caméra de ses parents. Ça commence avec ce train. Le père qui filmait les films de vacances prête sa caméra Super 8, une Kodak 8 mm à Steven. Et donc il filme l'accident pour le revoir, ça le calme aussi de voir. Et puis petit à petit, Steven se met à critiquer les films de vacances que réalisait son père. Et un jour, son père lui dit écoute, puisque tu es si malin que ça, c'est toi qui vas réaliser les films de vacances de la famille. Donc ça commence comme ça.
Et après, il va mettre tout le monde au boulot pour réaliser des petits westerns, des films de science-fiction, même des films de guerre. Quand il est préadolescent, son père va même lui trouver une Jeep de l'armée. Sa mère va faire du faux sang avec du jus de cerise. Enfin, les parents vont beaucoup se prêter à ces jeux parce que Spielberg est un enfant extrêmement tourmenté, qui fait beaucoup de cauchemars, qui a une imagination débordante. Et de faire des films lui permet d'avoir une maîtrise sur tout ce monde tourmenté qu'il habite. À l'école, il subit du harcèlement. Oui, Spielberg a été victime d'un antisémitisme qu'on connaissait assez mal dans l'Amérique des années 60, particulièrement au moment où son père a quitté l'Arizona, donc avec toute la famille, pour la Californie du Nord, pour son travail, et où Spielberg est donc tombé dans un collège où effectivement les garçons étaient extrêmement violents envers les enfants juifs, surtout qu'ils étaient très peu nombreux. Sa mère était obligée d'aller le chercher à la sortie de l'école parce qu'il se faisait tabasser en tant que juif. On lui disait, mais c'est quoi ce nom, Spielberg? Et il y a une scène notamment qui l'a beaucoup marqué. Un collégien balance des pièces de monnaie par terre et lui dit ramasse-les, vous aimez ça vous autres, non? Donc c'est vraiment un moment d'antisémitisme très violent et qui s'est répété souvent. Un jour, il décide de faire jouer l'un de ses harceleurs dans l'un de ses courts-métrages. Oui, alors ça, c'est vraiment la grande force de Spielberg, qui n'a jamais voulu être une victime. Il a ce don de mettre en scène déjà très jeune, et donc il est harcelé effectivement, mais il se dit je vais inverser les rôles. Et en fait, en devenant le réalisateur, il choisit effectivement le plus violent des adolescents qui le tabassaient, et il devient du coup son patron, puisqu'il lui dit voilà, tu vas jouer le premier rôle, tu vas te mettre là. Et alors ce qui va être très étonnant, c'est que ce jeune homme, il va le filmer vraiment comme un vrai héros, le mieux qu'il peut. Et cet adolescent va être complètement perturbé de voir que ce type qui l'emmerdait toute l'année a fait de lui presque un John Wayne miniature. Et il va venir le voir d'ailleurs après la projection, puisqu'il y a une projection de fin d'année qui a été un énorme succès. Spielberg était déjà très virtuose de la caméra. Et cet ado va dire « Mais pourquoi tu m'as transformé en héros ?» Et ce jeune homme en fait va mourir lors de la guerre du Vietnam. Toujours à cette période, lorsqu'il est au lycée, ses parents se séparent et c'est quelque chose qu'il vit très très mal. Oui, c'est un traumatisme énorme, d'abord parce qu'il est l'aîné et le seul garçon, et donc il se sent obligé d'être dans une position responsable, alors que Spielberg a souvent dit qu'il a voulu rester un enfant très longtemps. Et puis il va aussi peu après découvrir les raisons de ce divorce qui ne sont pas celles qu'il croyait. Au début, il pense que c'est son père qui a quitté sa mère. Et donc ça va détruire un petit peu sa confiance dans le couple et dans la famille. Il rêve de faire des études de cinéma, mais toutes les écoles lui ferment leurs portes à cause de ses mauvaises notes. Spielberg est un mauvais élève pour différentes raisons. Alors d'abord, il y a quelque chose qui a été découvert seulement à l'âge adulte, c'est qu'il souffrait d'une dyslexie. Il avait donc du mal à lire. Du coup, il avait effectivement presque un retard scolaire. Et tous ses futurs copains, Coppola, De Palma, Lucas, vont être pris dans les meilleures universités de cinéma américaines. Et lui est refusé 2 années de suite, ce qui lui posera un gros problème. Mais il arrive à s'incruster sur des plateaux de tournage. Lors d'une visite des studios à Los Angeles, je crois que c'est son oncle qui l'a emmené en car, il fait un petit peu exprès de se laisser oublier, il traîne dans les studios. Et il commence à rencontrer des gens. Il a 15 ou 16 ans à ce moment-là. Et après, il va faire quelque chose qui serait plus possible aujourd'hui. Il comprend qu'à Universal, c'est Universal TV, donc la télévision, il comprend que c'est assez facile de rentrer. Il n'y a pas de badge magnétique. La sécurité est beaucoup moins puissante qu'aujourd'hui. Puis avec son père, il n'habite pas très loin. Donc il va, alors qu'il est adolescent, mettre un costume, venir avec une mallette, se faire une sorte de faux badge, le gardien le reconnaît, et il se balade sur les plateaux, il commence à parler à des tas de gens. Il a aussi réalisé un court-métrage qui s'appelle Ambling, qui est pour lui sa démo, c'est-à-dire c'est un court-métrage qu'il a très très bien travaillé, et à un moment, il rencontre un bibliothécaire qui s'attache à lui, qui comprend en fait qu'il traîne là. Et finalement, ce court-métrage va finir sur le bureau du patron d'Universal Télé, qui va dire « Mais c'est qui ce type ?» C'est un court-métrage très brillant, c'est filmé comme une pub, virtuose, et à partir de là, il va même trouver des petits boulots. Quelques années plus tard, alors qu'il vit toujours avec son père en Californie, il décide de quitter précipitamment l'appartement. Ce qui se passe, c'est que les filles sont retournées en Arizona vivre avec sa mère, qui plus tard viendra elle-même en Californie, mais beaucoup plus tard. Donc lui habite avec son père et il y a tout de suite un conflit. Autant son père l'a soutenu enfant et préadolescent dans ses envies de cinéma, son père est lui-même un fou de science-fiction,
mais son père espère quand même que Steven pourra peut-être prendre sa suite. Et donc son père tient à ce que Steven fasse de très bonnes études. Et donc ils se disputent énormément tous les deux, ils vivent ensemble. Et au bout d'un moment, ça devient si conflictuel qu'ils décident de quitter la maison, de prendre des petits boulots pour se payer une colocation, alors qu'il est encore... il a à peine 20 ans. Lorsqu'il a 24 ans, en 1971, il se fait remarquer avec un premier long métrage, Duel. C'est un film de télé, hein. C'est cette époque où il fait des petits films et puis il se lance avec un téléfilm plus grand qui s'appelle Duel, qui est un film un peu fou, hein, parce que c'est avec un petit budget, qui raconte comment un homme qui est au volant d'une voiture, il y a un camion qui le suit et on voit jamais le conducteur du camion et c'est un camion qui va le poursuivre pendant des kilomètres et c'est comme un western en fait, mais un western en voiture, entre une voiture et un camion. Il a du succès et du coup chez Universal il le repère et il décide d'en faire une version cinéma. Donc il demande à Spielberg de le remonter et après il arrive en Europe. Rien de cassé, monsieur? Ça va? Et là, ça arrive au moment où la création du festival d'Avoriaz, qui est la création de la station et du festival, et le sélectionneur, le patron de la station, va le choisir dans sa sélection, et le film va gagner. Et c'est le début de la gloire, parce que c'est le premier film de Spielberg, et il remporte le Grand Prix d'Avoriaz d'emblée. En 1977 sort Rencontre du troisième type. Steven Spielberg y fait jouer l'un de ses maîtres, le cinéaste français François Truffaut, et certains aspects du film font aussi écho à sa propre vie. C'est l'histoire d'une arrivée extraterrestre en Californie. Ceci est une soucoupe volante. C'est celle-là que j'ai... C'est tout ce que vous avez à nous montrer. Et Spielberg focalise sur une famille en particulier, et surtout un père et son enfant, qui vont tous les deux avoir des signes de l'arrivée imminente de quelque chose. Et le père de famille réveille son fils justement pour aller sur la montagne voir les extraterrestres en pleine nuit. Et c'est arrivé à Spielberg, son père, quand il était enfant, l'a réveillé en plein milieu de la nuit. Réveille-toi, j'ai jamais vu un truc pareil. Une espèce de dans la camionnette, tout d'un coup, il y a eu ça devient comme ça, c'est des rouges, wow, et puis ça. Ils sont partis faire des centaines de kilomètres parce qu'il voulait lui montrer un lieu où on apercevait bien les étoiles filantes. Et ça, c'est un truc qui a beaucoup marqué Spielberg dans son enfance. On en revient au début de cet épisode, le projet que commande Steven Spielberg sur sa famille et son enfance en 1978 est finalement abandonné au profit d'un autre scénario, celui d'E.T., l'histoire d'un petit garçon qui découvre un extraterrestre perdu sur la Terre. En quoi ce film parle un peu de lui, Yves Jéglé ? Dans E.T., le personnage principal est un jeune garçon qui s'appelle Elliot, dont les parents viennent de divorcer, comme c'est le cas dans la vie de Steven Spielberg. Et on voit donc une mère qui fait ce qu'elle peut, mais qui doit travailler, qui a du mal à s'occuper de ses enfants. Elle fait vraiment le maximum. Et ça, c'est vrai que c'est une manière très personnelle pour Spielberg de raconter quelque chose qui lui est arrivé et qui n'était pas fréquent dans ce cinéma américain. Donc ils habitent en Californie, à peu près au même endroit où habitaient les Spielberg. Et le père, on l'apprend au début du film, il est parti au Mexique avec une autre femme. La mère est dépressive, elle doit s'occuper de 3 enfants, donc les Spielberg, ils étaient 4, mais enfin c'est quand même proche. Et puis, Elliot, ce garçon, il a aussi du mal à trouver sa place. Dans la première scène, par exemple, alors les enfants sont laissés à eux-mêmes, c'est une soirée, ils jouent, ils commandent des pizzas, et lui, il est un peu sur le côté, les autres veulent pas trop jouer avec lui, un peu comme Spielberg avait du mal à s'intégrer. Elliot, ce petit garçon, donc, va découvrir des signes venus de l'espace. Enfin, il y a de toute façon réellement une soucoupe volante qui atterrit. Il y a un extraterrestre et un seul qui va sortir et qui va se cacher dans la remise en face de la maison. Et c'est lui, Elliot, qui va le découvrir. Une amitié va se lier entre Elliot et E.T., qui a en fait la taille d'un enfant. Quoi? C'est moi qui lui ai appris à parler et maintenant il dit plein de choses. E.T., dis E.T., essaye de dire E.T. E.T. Et au fond, ça dit beaucoup, ce film, du rôle énorme qu'a joué l'imaginaire dans le développement de Spielberg. La réalité était trop violente pour lui, et E.T., c'est pas seulement un film de science-fiction, c'est un film qui raconte qu'avec des personnages de fiction, on peut survivre et grandir. Après sa sortie, E.T. devient l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Il engrange près de 800 millions de dollars de recettes dans le monde. Il a quelle image à ce moment-là à Hollywood, Steven Spielberg ?
Alors Steven Spielberg, à ce moment-là, il a une image de faiseur de blockbusters, en fait, de films qui marchent. Il a quand même fait Les Dents de la Mer, il fait que des cartons mondiaux. Vraiment, c'est pas encore du tout une image d'auteur qu'il a. Même si les cinéphiles vont voir ses films, parce que quand même, voilà, il se passe des choses, ne serait-ce qu'au niveau formel, il fait des tels prodiges que ça les intéresse, les cinéphiles. Et c'est plus tard qu'on comprendra qu'il faut regarder à la loupe ce qu'il y a dans les gros machins. Au début des années 90, il épouse sa compagne, l'actrice américaine Kate Capshaw. Ils ont chacun un enfant et au total, ils en élèveront 7. Au niveau de sa carrière, Steven Spielberg a réalisé plusieurs grosses super-productions. Depuis les années 80, les 2 premiers volets d'Indiana Jones, Hook ou encore Jurassic Park en 1993. Cette année-là, il signe aussi un film plus sombre, plus personnel, qui aborde justement le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, La Liste de Schindler. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que c'est une période où il s'est rapproché du judaïsme. Spielberg a acheté les droits de La Liste de Schindler, qui est d'abord un livre, 10 ans avant. Il se sent assez fort pour faire un film où il va complètement casser l'image qu'il a. Un film extrêmement long, extrêmement dur. Donc, La Liste de Schindler, qui raconte une histoire vraie, celle d'Oskar Schindler, un industriel allemand, qui a sa carte du parti nazi, qui va construire une usine et qui a besoin de travailleurs juifs qu'il ne payera pas, et puis il va être touché par ses destins, et au fur et à mesure que la guerre arrive et qu'il découvre cette horreur, il va décider de sauver des juifs, et donc il négocie avec l'état-major nazi pour, entre guillemets, vraiment racheter ces juifs et les sauver. Vous voulez ces gens-là? Mes gens, je veux mes gens. Qui êtes-vous, Moïse? Si ce film est si important, c'est parce qu'il y avait une forme d'interdit d'aborder la Shoah et les camps d'extermination par le biais de la fiction. Et finalement, La Liste de Schindler s'est imposée petit à petit comme un classique, aussi parce qu'il a eu la légitimité des vrais survivants. Ces juifs qu'il a sauvés apparaissent, très âgés, à la fin du film, à Jérusalem, là où Schindler a été enterré. Donc c'est quelque chose de très émouvant. Renaud Barognan, ce film, c'est un tournant pour lui en tant que réalisateur ? Oui, ça change beaucoup de choses parce que déjà, il y a la collection incroyable de prix que va avoir le film. Meilleur film, meilleur réalisateur aux Oscars et plus 5 autres Oscars. 3 Golden Globes, dont meilleur réalisateur. 7 BAFTA, dont meilleur réalisateur. Par ailleurs, c'est quand même un film sur un sujet grave, qui tourne en noir et blanc. Et là, on passe du faiseur de blockbuster à grand cinéma d'auteur. C'est-à-dire qu'il devient aussi un auteur très respecté et qui a du succès. En 1999, il annonce qu'il travaille à l'écriture d'un film sur son enfance, mais ça n'aboutit à rien. Il commande à sa sœur, Anne, qui était scénariste, d'écrire. Et donc, il y a un scénario qui est écrit, mais bizarrement, c'est encore trop tôt. Il n'a jamais totalement abandonné ce projet d'un film sur son enfance, sur ses parents et leur divorce. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé sur plusieurs décennies. Dans les années 2000 et 2010, il enchaîne à la fois les super-productions destinées au grand public, avec de nombreux effets spéciaux, et les films à plus petit budget. Mais quoi qu'il arrive, il y met toujours un peu de lui dans ses films. Oui, par exemple, dans Arrête-moi si tu peux, si on le revoit aujourd'hui en sachant tout ce qu'on sait de son enfance, c'est un incroyable autoportrait. Pourtant, c'est aussi une histoire vraie d'un adolescent imposteur de génie qui, à l'âge de 17 ans, s'est mis à signer des faux chèques, s'est fait passer pour un pilote d'avion, un médecin, un avocat. Tout ça est vrai. Et si cet adolescent a commis tout ça, c'est notamment parce que ses parents ont divorcé. Il y a une scène totalement déchirante dans ce film où alors qu'il a été arrêté, il arrive encore à s'enfuir une énième fois. Il revient là où habite sa mère, qui est jouée d'ailleurs par Nathalie Baye. Et il découvre que sa mère s'est remariée, il ne le sait même pas, qu'elle a eu un autre enfant. Il est complètement traumatisé par ça. Et donc effectivement, finalement, ce film, qui raconte une autre histoire que la sienne, a beaucoup d'écho avec sa propre vie. Entre 2001 et 2018, il réalise 15 films en 17 ans. Renaud Barognan, est-ce qu'on sait comment il travaille et comment il est capable de sortir parfois 2 films la même année ? Alors ça, c'est le génie de Spielberg. Tous les gens qui travaillent avec lui le disent. C'est quelqu'un qui prépare énormément et qui sait ce qu'il veut. Quand on arrive sur une scène, aussi complexe soit-elle à tourner, Spielberg, il sait exactement où chaque figurant doit être placé, comment doivent être placées les caméras. Il a tout préparé en amont et du coup, ça va vite. Et du coup, c'est ça qui lui permet parfois de faire plus d'un film dans l'année. Alors que c'est des gros films, complexes quand on les voit. Il sait exactement ce qu'il veut.
Et c'est ce que vous confirment les acteurs qui ont tourné avec lui et que vous avez pu interroger par la suite, notamment Harrison Ford qui incarne le personnage d'Indiana Jones. Alors, ils se connaissent depuis très longtemps, via George Lucas d'abord, c'est Lucas qui les a présentés. Et Harrison Ford, il dit Spielberg, je suis en confiance en fait quand je suis sur un plateau avec Spielberg. Je sais que même si c'est des scènes compliquées, parce qu'il y a des cascades, des trucs pas évidents avec des animaux bizarres, dans des décors un peu spéciaux, Harrison Ford, il dit s'il y a quelqu'un avec qui je suis en confiance totale, c'est avec Spielberg, parce que je sais qu'il a déjà tellement tout pensé que rien peut déraper. Yves Jéglé, en 2017 puis en 2020, Steven Spielberg perd successivement sa mère puis son père. Oui, alors il dira que même à son âge, c'est terrible d'être orphelin. Sa mère a eu une deuxième vie après leur divorce incroyable. Elle a ouvert un restaurant cachère à Los Angeles, un restaurant d'habitués, mais où il y avait aussi des people, où Steven Spielberg venait manger très régulièrement. Donc ils ont été extrêmement proches. Donc elle meurt à 97 ans. Et son père l'a aussi beaucoup suivi, donc ses parents sont séparés, mais ils viennent toujours aux premières. Ce qui est assez touchant, c'est que West Side Story, qui était donc le premier album de musique qui était arrivé dans la famille Spielberg, à part la musique classique, son père, déjà âgé de 100 ans, est venu sur le plateau. Il y a des photos de Spielberg et de son père Arnold sur le plateau de West Side Story, et il va mourir juste après à 103 ans, avant la sortie du film. Et d'ailleurs, West Side Story est dédié à son père. Et c'est toujours en 2020, l'année où son père décède, qu'il est confiné et que plusieurs personnes lui reparlent de ce projet de film autobiographique. Là, il se sent orphelin, et puis il a un ami, Tony Kushner, qui est donc un de ses scénaristes favoris, qui au début pense à des mémoires. Lui dit « Steven, tu devrais écrire tes mémoires, on va écrire des histoires sur tes parents ». Puis le confinement arrive, il a 75 ans, il a un peu peur. Il se dit, en fait, on peut mourir. Aux États-Unis, il y a eu énormément de morts liées à cette pandémie. Et il se dit un peu, c'est maintenant ou jamais, ce film. Et donc, il va s'y atteler avec ce scénariste. Pendant l'écriture du scénario, il décide de romancer, de transformer certains passages de son vécu, mais aussi de révéler certaines choses qu'il avait gardées pour lui. En réalité, il avait tout gardé pour lui, vu que Spielberg est quelqu'un d'une pudeur extrême. On m'a raconté qu'il pouvait se lever pendant une interview si un journaliste lui posait des questions trop personnelles et partir. Et donc là, effectivement, il a décidé de révéler la vraie histoire de ses parents. C'est-à-dire qu'il a toujours cru que son père était vraiment le seul responsable de ce divorce. Ce père qui était toujours absent, qui partait à 9h le matin, qui rentrait à 21h ou 22h parce qu'il avait un travail fou. Dans ce film, il va revenir sur des découvertes qu'il avait fait enfant et qu'il avait toujours gardées pour lui et qui vont rééquilibrer cette histoire et aussi cette dissension dans le couple. C'est une sorte du coup d'hommage vraiment à ses deux parents. C'est-à-dire que c'est pas du tout un film à charge, c'est vraiment un film d'amour. Pas du tout un film de règlement de compte. Le film doit s'appeler The Fabelmans, autrement dit la famille Fabelman. Il a donc choisi des noms fictifs pour raconter sa propre histoire. C'est un récit autobiographique, mais ça reste purement un film de Spielberg, c'est-à-dire une histoire, avec beaucoup de romanesque. Par exemple, un de ses biographes m'a dit « On n'est pas sûr que ses deux parents étaient là lors de cette fameuse première projection. C'est surtout son père qui voulait l'emmener au cinéma. » Tout n'est pas forcément juste au détail près, ça reste une fiction de Steven Spielberg très largement influencée par son enfance. The Fabelmans est tourné en 2021 au sortir de la pandémie. Comment se passe le premier jour de tournage ? Il se passe de manière incroyable, ça c'est Spielberg qui le raconte. Déjà il prévient toute l'équipe qui va être particulièrement émue, qui va devoir parfois prendre de la distance, que c'est un film particulier pour lui. Mais il s'est préparé. Il est professionnel distant. Et puis, il voit arriver les acteurs qui jouent ses parents, Paul Dano et Michelle Williams, habillés comme ses parents l'étaient au début des années 60. Et il a vraiment une sidération, il a l'impression que ce sont ses propres parents qui arrivent sur le set. Et là, il s'effondre, il pleure, il va s'isoler, ce qui est vraiment pas du tout le style de Spielberg. Et il y aura à nouveau, les jours suivants, des scènes très difficiles pour lui. Il avait beau dire « je me suis préparé », on raconte que les acteurs ont parfois dû le chercher dans des réserves, loin dans le studio, parce que Spielberg n'arrivait plus à affronter ce film. Donc jusqu'au bout, ça aura quand même été quelque chose de difficile pour lui à accoucher.
Renaud Barognan, avec The Fabelmans, Steven Spielberg signe son film le plus personnel. Aux États-Unis, où il est sorti en novembre, le film n'a pas rencontré son public, malgré ses 2 récompenses aux Golden Globes, ainsi que ses nominations aux Oscars. Aujourd'hui, maintenant que Steven Spielberg a raconté sa vie et qu'il a été primé, qu'il a fait des grands films, est-ce qu'il lui reste encore des défis ? C'est vrai que ça peut donner comme ça l'impression, il a 76 ans, tout le monde dit c'est son film testament, le grand film sur sa vie qu'il voulait faire depuis si longtemps et que ça pourrait s'arrêter là. Sauf que c'est Steven Spielberg, qu'il a des dizaines de projets en magasin et en tête. Ça n'a pas raté, il n'y a pas longtemps, là, quelques jours, il vient d'annoncer qu'il allait, son prochain projet, c'était de reprendre la série de films sur Napoléon que Stanley Kubrick avait lancé et qu'il n'a jamais pu faire. Et donc là, ça y est, il s'y attaque, donc c'est un projet mythique à Hollywood, puis il y en aura d'autres. Il a d'autres défis qui l'attendent et je crois qu'il y compte bien. Merci à Renaud Barognan et à Yves Jéglé. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Raphaël Pueyo. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire. Et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, codesource@leparisien.fr.